Derrière chaque série et chaque film d'animation, il y a des femmes et des hommes, des productrices et des producteurs, des artistes et des scénaristes. Je suis Sabri et je vous propose de partir à leur rencontre afin de comprendre leur histoire et de découvrir ces petits plus qui les ont conduits au succès. Bienvenue sur Anima Show, un podcast avec le soutien d'Anime France et de 22D Musique, le partenaire musique des acteurs de l'animation depuis 20 ans. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Kaminka, fondateur et président de la société Samcar, société de production de séries d'animation, et Christelle Gonard, scénariste d'animation notamment, et représentante de l'association pour la création de la Cité européenne des scénaristes. Bonjour Samuel, bonjour Christelle, comment ça va ? Mais très très bien, Sabri. Oui, parfait. Vous êtes en forme aujourd'hui, on était en off, ça fuse dans tous les sens. J'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous apporte à titre personnel d'écrire pour de l'animation ? Je vais peut-être commencer. Ah bah. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? D'abord, l'animation, je l'ai découverte quand j'ai commencé à travailler en distribution cinéma au Film du Paradoxe. Et j'ai découvert des grands films d'animation européens et internationaux, notamment Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, La Ferme des Animaux d'Alace et Bachelor, les courts-métrages de Norman McLaren. Et j'ai découvert l'animation à ce moment-là. Donc, c'était à l'occasion de mon premier boulot. J'ai trouvé ça extrêmement fort avec des univers, des propositions graphiques. On pouvait un peu tout dire, on pouvait un peu tout faire. Et ensuite, quand après ma formation à la FEMIS de scénariste, je me suis lancée tout de suite dans l'animation. C'est un secteur qui ouvre assez facilement ses portes aux jeunes entrants. Okay. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et voilà, donc je suis rentrée là-dedans. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Je sais pas. Peut-être ça convoque mon âme d'enfant, que je suis un peu restée, sûrement même beaucoup. L'animation, c'est que sur chaque série, chaque projet, un univers différent, graphique, des sujets forts. C'est un travail avec des équipes extrêmement investies aussi. Voilà, c'est tout ça. Ok, merci Christelle. Samuel, toi aussi, tu as écrit, vous avez écrit, excusez-moi, à plusieurs reprises. Ouais, on peut se tutoyer, bon, on va se tutoyer. C'est un podcast tout de même. À l'époque, sur Les Zinzins de l'espace, on va voir des images et c'est aussi... je sais pas, il y a plein de dessins animés en fait pour lesquels tu as écrit. Bah oui, avant de mal tourner, de devenir producteur, j'ai été scénariste pendant une petite dizaine d'années, oui. Ok, c'est comme ça que tu as démarré en fait dans le milieu de l'animasation dans le milieu de l'animation, oui, absolument, par l'écriture. Et en fait, comme je viens d'une famille de scénaristes, oui, ma mère, mon père, mon cousin, mon frère. Tout le monde écrit. Voilà, je suis un peu le petit mouton noir de la famille maintenant. D'accord. Christelle, de ton côté, tu étais sur des œuvres, là plus récemment, il y a eu Heidi, il y a eu... Oui, alors Heidi, effectivement, Le Petit Prince aussi, donc c'était une grosse série pour France Télévisions avec des épisodes de 52 minutes en animation, ce qui était exceptionnel, voire je crois que c'était même la première fois que ça arrivait. Donc c'était une série, une très jolie série que j'aime beaucoup, qui s'appelle Minimis Question, qui était une série à vocation philosophique pour les petits, chez Ciel de Paris. Voilà, puis bon, plein d'autres en fait. Ce que je disais tout à l'heure, j'en ai écrit un paquet. Et puis très rapidement aussi, après avoir écrit, je me suis lancée dans la direction d'écriture. Donc, un directeur d'écriture, c'est celui qui dirige une équipe de scénaristes. Ça, c'est aussi assez intéressant de passer aussi de ce côté-là. Parce que justement, dans la série d'animation, on a cette structure justement avec le directeur d'écriture et puis en dessous un collège en fait une équipe de scénaristes. Un peu comme on peut l'imaginer à l'américaine, showrunning avec derrière des équipes structurées où c'est un peu plus... C'est un peu plus rock'n'roll que ça, d'accord. Moi, j'en rêverais, mais bon, ça se structure. Petit à petit, ça se structure. D'ailleurs, ce poste-là de directeur d'écriture a été créé, je crois, dans les années 90, il me semble. Au moment où l'animation française commence à se développer de façon assez importante, et donc se structure, l'industrie se structure, on a besoin effectivement de ce poste-cadre-là, parce qu'on a besoin de scénaristes. Donc on est encore loin de procéder à l'américaine, mais petit à petit, voilà, les choses se structurent, s'organisent tout doucement. Voilà. Okay. Et, on travaille, en tous les cas, moi je suis très attachée à travailler effectivement avec mon équipe de scénaristes, mais aussi avec toute l'équipe artistique, notamment le réalisateur,
l'auteur, le producteur bien évidemment, le réalisateur et puis aussi éventuellement le graphiste, puisque dans l'animation, il y a aussi l'auteur graphique. Ouais. Et donc quand on travaille sur le lancement, sur le développement d'une série, effectivement c'est important de travailler avec lui aussi. Donc on travaille en équipe. À partir de la Bible, souvent la Bible de la série, quoi. Oui, la Bible, c'est cette espèce d'outil qui sert à tout le monde et qui définit tous les éléments nécessaires à l'écriture de la série. Donc il y a une Bible littéraire et une Bible graphique. Ça reste sur la table de chevet à côté, quoi, comme une Bible en fait. Un peu pareil. Moi, j'ai la mienne, non. Enfin, l'autre, non, je n'en ai pas sur moi. Samuel, à quel moment tu as décidé de partir dans la production ? De faire tes propres séries. Ça a été un glissement progressif. Oui. J'avais fait en fait le métier d'auteur de scénariste, pardon, pas d'auteur, puisqu'il faut faire le distinguo désormais entre l'auteur et le scénariste, et c'est une distinction importante, puisque scénariste, c'est ce que vient de décrire Christelle, on est vraiment dans une chaîne d'ailleurs, c'est ça qui est très sympa en fait en animation, c'est que on est vraiment un maillon, on est chacun un maillon. Alors c'est le cas aussi en fiction, mais ce qui est très très sympa en anime, c'est qu'il n'y a pas de starification. Ouais. C'est un métier, grosso modo, où il y a assez peu d'ego. C'est vraiment un métier de bons artisans et à tous les stades. Depuis les auteurs jusqu'aux producteurs, en passant par les techniciens, par les designers. Et il y a cette espèce d'ailleurs, on le voit très bien sur les marchés, que ça soit... c'est plus détendu que dans le live action. C'est plus détendu, c'est extrêmement professionnel, parce que très ouvert à l'international, parce que on a développé collectivement en fait un savoir-faire extraordinaire et puis mondialement reconnu. On ne travaille pas moins bien que les Américains ni moins bien que les Japonais. Et c'est pour ça que c'est vraiment un très très joli secteur, je trouve. De gens qui sont vraiment passionnés par leur métier, pour une raison d'ailleurs toute simple, c'est que on n'est pas sous le feu des projecteurs, donc déjà on évacue un certain nombre d'égomaniaques qui pourraient être attirés pour cette raison-là. C'est des métiers pas très rentables, donc les plus cupides ne sont pas là, et c'est des métiers à la fois très techniques et très complexes, et donc les paresseux ne sont pas là. Donc quand on a viré les égomaniaques, les paresseux et les cupides, finalement ça fait une population de besogneux. Oui, et très sympa en fait, de vrais bons artisans qui aiment leur métier, et on retrouve ça vraiment dans toutes les strates en fait du métier. C'est ça qui est vraiment très très sympa. Je partage cette observation parce que c'est tous les invités que j'ai eu jusqu'à présent, c'est toujours un régal, et c'est des gens hyper bienveillants qui ont une vraie connaissance de leur métier profonde, et ça fait écho à ce que tu viens de dire là. Mais pour revenir sur Samka, ce que je voulais dire, c'est que la première œuvre que tu as fait, c'était Marsupilami, non ? Non, c'était une série qui s'appelait... Alors, si je te fais le petit parcours, en fait, après être auteur, après j'ai été associé avec les frères Delarue dans Futuricon pendant 7 ans, et puis j'en suis parti, et où là j'ai appris le métier de la production pendant plusieurs années, et puis au sein de Samka, que j'ai fondé en 2003. Mon Dieu, j'ai 17 ans déjà, 18 ans, ma bonne dame. Et donc la première série s'appelait Elliot Kid. Elliot Kid, qu'on avait fait pour TF1 et la BBC. Ok. Et donc Marsupilami, c'était... C'était après, c'était la troisième série du studio. Ok. Ouais. Parce que c'était une adaptation, c'est ça qui est marrant, c'est que vous avez continué chez Samka à faire de l'adaptation d'œuvres enfants, BD, livres pour enfants. Oui, d'ailleurs on alterne, je crois que de mémoire, l'adaptation, en tout cas au niveau des commandes, l'adaptation est à 50% avec la créée originale à peu près. Et pourquoi en fait on est à ce niveau-là en fait ? C'est une vraie question, on se dit, est-ce que c'est plus difficile de faire de la création originale? Certainement, j'imagine, parce que là, on a déjà une œuvre existante qui ensuite devient une série. On va traiter avec... là, en l'occurrence, c'était la maison d'édition Dupuis. Comment on approche ce genre d'acteurs qui sont les maisons d'édition? Quelles sont les discussions quels sont les sujets de discussion quand un producteur va voir un éditeur? En dehors de l'argent ? Ouais, en dehors de l'argent. Il y en a d'autres. Non, avec l'éditeur. Alors après, ça dépend. Là, Franquin n'était plus là. D'ailleurs, on n'a pas négocié avec Dupuis. On avait négocié avec Marsu Productions à l'époque, qui détenait les droits. Qui détenait les droits du Marsu.
Ça a été une envie, les droits s'étaient retrouvés disponibles. Moi, j'ai quasiment appris à lire dans le Marsupilami. Ouais. C'était un vieux désir, en fait. Là, c'est toucher un monument. Ouais. Marsupilami, c'est André Franquin qui le crée en 1952. Voilà, c'est ça. Qui le fait apparaître, en fait, dans les albums de Spirou et Fantasio. Et Fantasio, qui est un peu explorateur scientifique, tombe sur cette animal. Et il a même été jusqu'à lui donner un nom pseudo-scientifique de Marsupilamus fantasy, puisque c'est Fantasio qui l'avait rencontré pour la première fois. Donc il vit dans la forêt palombienne, située entre le Venezuela, Brésil, Pérou et Colombie. C'est marrant parce que moi aussi, ça m'évoque des moments, des soirées entières à bouffer des BD et le Marsupilami, Gaston Lagaffe, tous ces trucs-là. C'était... Franquin, c'était un génie. Ouais. C'était à la fois littéraire et graphique. Et comment les albums sont sublimes. Les premiers albums, il y a une espèce de tension dans la ligne qui est très très belle, quoi. Et après, on a dû en faire autre chose parce que la propriété avait beaucoup évolué. Il y avait toutes les contingences qu'on connaît autour des exploitations des marques. Donc, il a fallu coller à l'existant, je dirais, enfin à ce qui était exploité au moment où nous-mêmes on a commencé à produire. Mais pour en revenir à la question de ce qui fait l'envie d'adapter, pourquoi il y a autant d'adaptations, je dirais qu'il y a deux... Enfin, corrige-moi si je dis une bêtise, mais il y a deux raisons essentielles. La première, on peut imaginer la meilleure, c'est-à-dire un coup de cœur, une rencontre amoureuse entre une équipe de créateurs, de scénaristes ou d'auteurs graphiques et qui ont envie d'adapter en fait, dans ce média-là un livre ou une bande dessinée ou un livre illustré qu'ils ont aimé. Qui peut être une démarche artistique pleine, puisque transposer en fait un livre, le faire changer de média, c'est avoir une intervention créatrice en fait extrêmement forte. Ouais. Je veux dire, on réinvente l'œuvre. C'est pas juste on fait un copier-coller, c'est vraiment une réinvention de l'œuvre, et c'est passionnant de se plonger en fait et d'acquérir cette connaissance intérieure en fait des œuvres originales. Là, je dirais que c'est une des plus belles raisons en fait de faire des adaptations. Ouais. Et puis l'autre raison aussi qui est plus commercial, c'est que souvent, pour un certain nombre de décideurs, de s'appuyer sur un succès, sur une marque qui est déjà connue, permet en fait de bénéficier d'une aura et d'un marketing qui est déjà préexistant et qui permet en fait de donner instantanément une visibilité à l'antenne, à la série adaptée de l'œuvre. Ok. Et tu as travaillé, Christelle, sur des œuvres, j'imagine, adaptées quasiment que ça. Ouais. Parce que je tiens à dire que Christelle a écrit plus de 400 épisodes. À peu près, oui. De séries d'animation pour les enfants, souvent. Ouais. Oui, essentiellement. Comment ça se passe, le processus créatif, quand on va se plonger dans une œuvre et qu'on dit ok, il va falloir raconter des histoires, il nous faut des arcs narratifs ou pas d'ailleurs, parce que on va parler un peu de ça aussi sur le feuilletonnant versus non feuilletonnant. Comment ça se passe en fait entre les scénaristes et... Alors, je vais parler de mon point de vue, parce que la première chose, c'est que c'est un mot qui est assez dur, mais je dépouille l'œuvre. C'est-à-dire, je fais la liste des personnages, la liste des décors, la liste la caractéristique des personnages, les relations qu'il y a d'entre eux. Donc déjà, je pose tout ça sur papier. Je vois si effectivement, déjà, ça suffit pour pouvoir alimenter des histoires, 52 ou 78 histoires. Alors, ça dépend effectivement du format de la série. Donc, déjà, je vois si la matière première, si l'œuvre déjà se suffit, des fois elle se suffit à elle-même, il n'y a pas besoin de plus. Et puis, quand ça ne suffit pas, il faut effectivement il faut inventer, imaginer, créer. Je prends l'exemple du Petit Prince, c'est assez emblématique, c'est un monument de la littérature française. C'est un petit bouquin qui est un conte philosophique qui n'est pas forcément comme ça évident. On se dit, pour les enfants, ça ne va pas être facile. Mais bon, il y a des éléments... C'est un Saint-Exupéry pour les auditeurs et auditrices. Non,
mais il y a des gens qui... Je ne cite pas l'auteur, bravo Christelle, pour une scénariste, c'est pas bien. Donc non, oui, Saint-Exupéry. Et on se dit, bon voilà, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est chouette. Donc on va chercher les éléments qui peuvent ensuite faire fiction et récit. Donc par exemple, il y a le serpent, qui est l'incarnation du mal. Donc là, on a l'antagoniste du Petit Prince. Le Petit Prince qui, chaque fois, va de planète en planète et va essayer de sauver la planète du serpent. Donc on essaye de sublimer les éléments qui sont dans le bouquin pour que dans chaque épisode, on puisse... Donc, typiquement, le Petit Prince, c'était... Il y avait une nécessité d'injecter de l'action-aventure, parce que c'était une grosse coproduction avec les Allemands, l'Italie, etc. Donc, on s'est dit, c'est vrai qu'il a une épée. Donc, il est où en pyjama où il a une épée. Donc, avec son épée, il peut éventuellement lutter contre le serpent. On a inventé des créatures au serpent. Le serpent peut faire naître d'horribles créatures. Voilà, on a essayé de partir d'éléments qui étaient dans le livre et de s'en servir pour arriver à fabriquer des personnages assez archétypés. Hein. Le serpent, c'est le méchant. Le Petit Prince, c'est le gentil. Le renard, c'est le gentil copain qui fait des blagues tout le temps. Voilà, donc c'est ça. Enfin, il y a deux possibilités où ça suffit, ou alors il faut... Ce rebond créatif, c'est... vous appelez avec les scénaristes, vous retrouvez, et puis ça balance des idées. Effectivement, ça peut être avec le producteur, le réalisateur s'il est déjà là, l'auteur graphique qui va adapter, parce que aussi il va falloir adapter l'œuvre d'origine graphiquement, parce que des fois c'est pas forcément évident, hein, les dessins en 2D, c'est super, mais dès qu'il va falloir les faire passer en relief 3D, qu'il va falloir faire tourner sur lui-même le marsu, tout ça, ça devient plus compliqué. Donc oui, c'est un travail de développement artistique collectif, absolument. On va prendre un autre exemple de Samka, Lou. Lou, c'est cette œuvre qui a été créée par deux autrices. Hein. Je vais retrouver leur nom parce que j'ai pas envie de les écorcher. Ça a été un succès en livre d'enfants dans les librairies, puisque ça a été vendu à près de 8 millions d'exemplaires. Et c'est Oriane Lallemand et Éléonore Thuillier qui ont créé cette œuvre. Samka a décidé d'adapter cette œuvre-là en une série. Justement, comment s'est passée cette transposition graphique entre les images qu'il y avait déjà et puis le Lou qu'on connaît de votre série animée? T'as fait intervenir des graphistes que tu connaissais. Comment ça s'est passé, ce passage-là? Le mieux du monde. D'abord, on a commencé avec Oriane et Léonore à se rencontrer et à discuter. Nous, on a commencé toujours... ce que racontait Christelle, par une connaissance intérieure en fait du livre. On a expliqué ce que nous on avait compris et aimé en fait dans leur création. Déjà pour voir si on parlait le même langage, si on n'avait pas tout compris de travers. Et puis on a tout de suite dit qu'on allait les trahir fidèlement. Parce que c'est ça en fait le véritable exercice de l'adaptation, c'est trahir, mais le plus fidèlement possible, en prenant beaucoup de liberté avec la lettre, mais en étant très rigoureux sur l'esprit de l'œuvre en fait. Et donc du coup on a passé beaucoup de temps ensemble à échanger nos points de vue. On a posé, nous, avec les scénaristes qui travaillaient sur le développement en fait, de la série, on a posé un certain nombre d'idées, on a expliqué les directions qu'on avait envie de prendre, et puis très vite, on a posé sur la table des dessins, des idées d'histoire. Des nouveaux personnages. Personnages. Et ça donne ça, à la fin, voilà. un trait plus, plus simplifié en quelque sorte. À la fois, sur les décors par exemple, on a beaucoup complexifié les choses. Après on a dû s'adapter aux contraintes de l'animation sur la construction des personnages, parce que là où Léonore peut d'une image à l'autre finalement modifier un petit peu son personnage, et ce qui compte c'est l'expressivité de l'image dans son ensemble. On a des contraintes techniques, il faut que quand le personnage tourne, que le nez change pas de position. Donc c'est encore la technique quoi. Oui, voilà. Et à côté de ça, non, ça s'est vraiment divinement passé. Je veux dire, on s'est extrêmement bien entendu, accessoirement, c'est bien marré. On va regarder d'ailleurs Lou pour voir un petit peu le ton. Et c'est la saison 2 d'ailleurs qui va démarrer. Absolument. Ouais. Salut les copains, moi c'est Lou, le plus sympa, le plus cool et le plus marrant des loups que je connaisse. Et le plus modeste aussi.
Et puis il faut que je vous parle de ma petite bande de copains. Ils sont super. Il y a Valentin, le bricoleur qui sait tout faire avec sa boîte à outils. Joshua, le jardinier. Alfred, le sportif. Ma copine Titi qui a quitté son Himalaya pour venir vivre avec nous. Gros Louis, le plus érudit de la bande, mais aussi le plus gourmand. Et enfin Louve, oh ma princesse, j'adore Louve. Ensemble, rien n'est impossible. Surtout quand il s'agit de me suivre dans mes folles aventures. Parce qu'il faut que je vous avoue un truc. Moi, j'ai envie de tout essayer. Chevalier, pompier, pâtissier, jardinier, pharaon, pirate. Voilà, Lou, c'est... Il est plein d'inventivité, il a toujours envie d'essayer plein de trucs. Franchement, il pourrait être scénariste ou producteur. Il te ressemble un peu, non, Samuel? Tu dis ça pour le nez? Non, je dis ça pour la fougue. Ah, non, d'accord. Peut-être, j'espère. En tout cas, ça c'est diffusé aujourd'hui sur quelle chaîne Sur TF1. TF1, ok. Ouais. Beau succès d'audience, j'imagine. Très beau succès d'audience. Ok, donc ils sont contents et du coup, saison suivante, etc. Tout le monde est très content. Réalisateur Paul Leluc et Wassim Boutaleb. Oui. Très bien. Bon, bah super. Wassim qui était le premier assistant, oui. Et premier assistant, ok. Non, mais c'est super, moi j'aime bien. En plus, ce qui est bien, c'est que ça prend à contre-pied l'imaginaire du loup. C'est-à-dire qu'on est... souvent, les enfants, ils ont peur des loups, enfin... Et c'était d'ailleurs dans l'obscurité, etc. C'était d'ailleurs la bonne idée des autrices d'origine. C'était justement de désarmer la peur du loup pour imprimer dans l'imaginaire des enfants un loup qui soit à la fois sympa et une projection d'eux-mêmes. Il faut dire que ça marche bien. J'ai mentionné tout à l'heure, Christelle, que tu fais partie de l'association pour la création de la Cité européenne des scénaristes. J'ai bien dit ça. Tout à fait. Alors, à quoi correspond ce projet Alors, ce projet est né au sein de la Guilde française des scénaristes. Donc la Guilde française des scénaristes, c'est le syndicat, un des syndicats qui défend les intérêts voilà, contractuels, financiers, artistiques des scénaristes. Il y a des scénaristes d'animation, de cinéma et de fiction. Ouais. Et l'envie, il y a 2 ans à peu près, était d'ouvrir un lieu pour incarner ce beau métier, un lieu de rencontre, un lieu de débat, un lieu d'échange, un lieu de mémoire et de transmission qui s'appellerait la Cité européenne des scénaristes. Voilà. Donc le projet, le lieu on n'a pas encore de lieu, on est Ce sera en France ou pas ? Oui, bien sûr. D'accord. Oui, okay. Ce sera en France. Ouais. On lance là au mois d'avril notre première action hors les murs, qui est l'expérimentation d'un centre de compagnonnage de scénaristes pour scénaristes. Okay. Donc la philosophie est celle du compagnonnage, elle est très simple. L'idée, c'est d'associer un scénariste capé, senior, à un scénariste apprenant qui a envie de rentrer dans ce métier-là, en lui faisant partager le quotidien de ce scénariste senior qu'on appelle nous compagnon. Okay. Donc c'est une mise en situation de travail, pas une vraie mise en situation de travail, mais en tous les cas, il est plongé dans la situation de travail du scénariste compagnon au quotidien. Et donc il apprend en regardant ce scénariste compagnon faire son métier tous les jours. Et en parallèle de ça, il revient à la cité pour nous raconter ce qu'il a appris, ce qu'il a vu, ce qu'il n'a pas compris. D'accord. Et en fonction de ce retour-là, on peut l'aider, on peut lui proposer des modules pour approfondir. Un exemple très très simple, par exemple un jeune scénariste qui va assister à une réunion avec un scénariste d'animation et le réalisateur sur la lecture d'un storyboard. Ouais. Le scénariste, par exemple, apprenant, n'a pas bien compris ce que c'était qu'un storyboard, comment ça fonctionne. Il revient à la cité, il nous dit, voilà, j'étais avec mon compagnon, avec le réalisateur, ils étaient en train de lire un storyboard, j'ai pas compris, expliquez-moi un peu plus. Donc voilà, il y a un aller-retour comme ça entre la situation de travail, le projet d'écriture et des retours à la cité où on peut approfondir des sujets. Donc ça se passera les scénaristes apprenants pourront être accompagnés de 6 à 10 mois sur des projets d'écriture. Voilà, on lance une expérimentation. Hein. C'est tout nouveau, tout frais, tout beau. Alors, c'est des choses que déjà les scénaristes combien de font. Scénaristes alors, on a une dizaine, à peu près une dizaine de scénaristes compagnons qui vont chapeauter, qui vont prendre en charge des scénaristes apprenants. Ça se fait déjà, il y a beaucoup de scénaristes déjà qui ont le souci de la transmission, le souci comme ça de former, d'accompagner des jeunes, parce que l'entrée sur le métier est assez chère. Il n'y a pas beaucoup de formations de scénaristes en fait. Alors si, il y a des formations, tout à fait. Elles sont coûteuses aussi.
Oui et non. Alors, il y a de très bonnes formations. On a la FEMIS, le CEA, on a des universités aussi qui sont... Mais là, nous, l'idée, c'est aussi de se situer ou après la formation, c'est-à-dire vraiment faire la passerelle avec le monde du travail, qui est souvent la chose la plus difficile, en fait. À la sortie de l'école, et c'est valable, je pense, pour même les techniciens d'animation qui sortent des écoles d'animation, souvent, c'est l'entrée dans la vie active. Le coût d'entrée est cher. C'est quand même un milieu qui fonctionne pas mal. L'entrée fonctionne pas mal sur la cooptation. Bien sûr, Donc voilà, c'est vraiment d'ouvrir les portes du métier à des... Ça peut être aussi des scénaristes qui sortent tout juste d'études, comme des scénaristes qui ont vraiment envie de se lancer, enfin des apprenants qui ont vraiment envie de se lancer. Voilà, donc là-dessus, on a un partenaire très important qui est France Télévisions qui nous suit vraiment depuis le début. Voilà, donc on est très contents. On a d'autres mécènes et on a bien sûr des soutiens des producteurs. Et notamment d'Anime France. Anime France, oui. Voilà, donc tu veux peut-être, je te laisse un peu en parler, Samuel, en dire deux mots. Ah oui, puisque accessoirement sur le temps libre, je préside le collège télé d'Anime Télévision France. et nouveaux médias, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que nous on a trouvé que c'était une initiative qui est très importante et très intéressante. C'est vrai que là nous, je fais un petit aparté qui n'en est pas tout à fait un, mais on a regretté ces années récentes en fait le manque de lieux d'échange entre les différents métiers et notamment entre les producteurs et les auteurs. Ouais. On voit bien qu'en audiovisuel d'une manière générale, on vit une espèce d'âge d'or et de révolution et la relation producteur-auteur est vraiment au cœur du réacteur. Ouais. Donc, un lieu comme celui-là, une initiative comme celle-là, pour nous, est très importante et c'est pour ça qu'on a voulu la soutenir, en fait. Ouais, c'est vrai que le dialogue a été un peu compliqué parfois entre le métier de scénariste et le métier de producteur. Là, j'ai récemment, je fais écho à ce qui s'est passé récemment avec comment ça s'appelait déjà ? Parole de scénariste, ouais, c'est ça. Un groupe Facebook qui est né et puis... très suivi. Qui a été très suivi, et en fait, des témoignages de scénaristes qui, anonymement ou pas parfois, dénoncent des pratiques qu'ils n'ont pas forcément appréciées, c'est logique. Et du coup, il y a eu un peu cette révolution en quelque sorte. Comment on envisage ça en fait au niveau du marché relativement sereinement. D'ailleurs, ce qui est dans Parole de scénariste, il y a des pratiques. Alors, il pointe d'ailleurs pas que, d'ailleurs, dans des soucis relationnels entre les producteurs et les scénaristes. C'est-à-dire beaucoup entre scénaristes et réalisateurs. Enfin, je veux dire, ça concerne en fait l'ensemble des relations que peuvent établir les scénaristes au sein de collaborations. Après, je trouve que là où cette initiative est formidable, et d'ailleurs avec Sabrina qui s'occupe de Parole de scénariste, on a eu encore un échange il n'y a pas longtemps, je pense qu'il est important là aussi qu'il y ait un nouveau lieu, en dehors des échanges institutionnels qu'on peut avoir. Là, on se retrouve autour de discussions et de négociations interprofessionnelles, notamment avec la Guilde et avec la SACD. Mais en dehors de ces instances très institutionnelles, dans le cadre précis de négociation, il est très important, et je pense que c'est de ça dont on a souffert ces dernières années, en fait, de manque d'espace de compréhension et de dialogue. De communication, en fait, tout simplement. Et de communication entre les auteurs et les producteurs, parce que comme souvent, quand il y a des soucis, ça naît souvent d'un malentendu ou d'une méconnaissance mutuelle des pratiques de chacun. Et je mets de côté les pratiques déviantes, je veux dire, il ne faut pas les nier, elles existent, mais elles sont extrêmement minoritaires. La majeure partie, pour pas dire l'essentiel, des relations auteur-producteur se passe bien. La réalité du métier, c'est quand même celle-là. Il y a des choses à voir, il y a des choses à améliorer, il y a des évolutions du métier qu'il faut envisager, il y a des aménagements qu'il faut faire, qui sont indispensables de faire. Mais c'est vrai qu'on a souffert ces derniers temps de lieux d'échange informels pour pouvoir brainstormer, pour pouvoir échanger ce que sont nos réalités respectives et à pouvoir y réfléchir conjointement. Et je pense que c'est la grande vertu de Parole de scénariste, d'avoir libéré cette parole-là, et ça va donner lieu, je pense, à des structures d'échange. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment une chose qui est au cœur de nos métiers, l'échange et le travail d'équipe. C'est d'ailleurs pour ça qu'Anime France, puis j'en profite sur les partenariats, mais qu'on est ravis aussi de soutenir Animacho, parce que c'est un endroit où tu fais passer des gens qui font des métiers différents dans la production, et ça permet
aux gens qui s'intéressent à l'animation de mettre des visages sur des noms, de rentrer dans le détail de ce que sont ces métiers. Et ces lieux en fait, d'échange d'informations et de connaissances sont très importants et ont manqué ces derniers temps entre les auteurs et les producteurs. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles aussi on est ravis de s'associer. Oui, c'est surtout qu'en fait, nous, on fait notre métier. Notre métier repose sur très très peu d'accords interprofessionnels. Oui. Donc on travaille beaucoup aux usages, en fait, aux usages. Et le problème des usages, c'est que, comme disait, je crois que c'est Beaumarchais disait que là où il y a de l'usage, il y a de l'abus. Donc voilà, Parole de scénariste révèle ces abus qu'on connaît. Hein, c'est vrai, comme tu dis, c'est pas nouveau. Le dialogue interprofessionnel entre les syndicats de producteurs, les syndicats de scénaristes et les maisons, les OGC, donc les SACD, ADAMI, etc., a commencé. Il est long. J'espère qu'il va aboutir. En fait, voilà. Mais c'est vrai que la difficulté pour nous, souvent, de négocier, c'est que nos syndicats d'auteurs sont moins armés, sont moins financés, sont un petit peu plus fragiles que les syndicats de producteurs. Donc c'est beaucoup plus long à se mettre en place. Mais les choses bougent quand même. L'initiative est une bonne initiative parce qu'elle réaffirme la nécessité absolument de réguler le métier. D'autant plus que c'est un métier en très forte tension. Aujourd'hui, on a besoin de scénaristes. Je le dis à tous les jeunes. C'est un métier d'avenir. Par contre, c'est un métier difficile. C'est un métier qu'il va falloir réguler. Il va falloir structurer le marché, c'est extrêmement important. Donc voilà, moi je suis assez optimiste, même si il y avait une opportunité politique. Bon là, je rentre dans un petit quart d'heure politique avec un rapport qui s'appelle le rapport Bruno Racine, qui posait justement la question du statut. Attends, une seconde, Christelle. Je veux juste vérifier si on a bien le son qui est enregistré parce que j'entends couper moi. Tout va bien ? Moi, je t'entends très bien. Ouais. Moi, je t'entends. On est bon, excusez-moi. Voilà, donc non, il y avait une opportunité de réfléchir à ce statut d'auteur. Quand tu parlais d'auteur, pour moi, scénariste, mon statut est celui d'auteur, mon métier est celui de scénariste. C'est-à-dire que je marche sur deux jambes. Je suis un technicien d'écriture, mais je suis aussi une autrice, une autrice qui a un point de vue, un regard sur le monde, une subjectivité exprimée. Voilà, ça c'est important. Et ce deuxième pied qui est le métier, qui est donc le pied métier, scénariste, c'est là où effectivement il faut travailler, réfléchir à comment structurer la filière, comment protéger les scénaristes, comment faire en sorte que quand ils entrent sur le métier, ils soient mieux accompagnés, que ce ne soit pas si difficile. Il ne faut pas attendre 4, 5, 6 ans avant de pouvoir vivre de son métier. Donc, voilà, il y a des choses à faire, il y a des opportunités. Bon, moi, je suis assez optimiste. Mais on l'est tous, voilà. En fait. Je pense que, oui, mais en entendant un peu vos points de vue, je me rends compte qu'il y a une considération tout à fait. Là, tout de suite maintenant. Et que c'est une nécessité partagée. Ce qui va se passer, c'est que le secteur arrive aussi à un niveau de maturité qui fait que là, d'ailleurs, la négociation interprofessionnelle qui est en train de s'ouvrir vise dans un premier temps à fixer un lexique et des bonnes pratiques contractuelles et qui seront étendues à l'ensemble de la profession. Quand tu dis un lexique, c'est un ensemble de termes qui va bien définir le jargon de métier. Voilà, du jargon de métier, puisque aujourd'hui, comme il n'y a pas de lexique contraignant, chacun peut avoir sa propre interprétation, y compris de l'organisation du travail et des différentes étapes du travail. Dès lors qu'on aura abouti, j'espère rapidement, à ce fameux lexique, déjà, on va partager un socle commun, un langage contractuel commun. Et un langage commun. Et qui devrait, en toute bonne logique, mettre fin aux abus qui naissent généralement dans les zones grises. Donc, c'est super excitant, hein, ce moment précis, là, moi je trouve, justement, on a un tournant là, du secteur qui est passionnant. Ouais, il n'y a jamais eu autant d'aspirants scénaristes. On n'a jamais eu autant de demandes de jeunes qui veulent faire ce métier, même en stage de troisième en observation. Donc ça, c'est effectivement avec l'arrivée aussi massive des séries anglo-saxonnes, évidemment, où aujourd'hui, la génération des vingtenaires, en fait, même des trentenaires, ont été un peu biberonnés quand même à toute cette culture sérielle. Donc, il y a beaucoup d'aspirants et il y a de la place.
Mais c'est dur. Ouais. Mais c'est vrai que, comme le soulignait Christelle tout à l'heure, contrairement d'ailleurs aux techniciens, c'est-à-dire qui sortent en France, on est quand même parmi les meilleures écoles du monde. Clairement, il y a eu un travail politique qui a consisté en fait à rapatrier le travail en France au maximum avec un système de soutien du CNC, l'avènement d'un crédit d'impôt. C'est le soft power français, c'est-à-dire qu'on fait de l'animation à travers le monde, on est très bon là-dedans, et c'est bien de garder ça comme... Absolument, et c'est vrai qu'on a un secteur d'excellence et reconnu comme tel à l'international. Et on a une expertise en France dans tous les métiers de l'animation qui est très élevée. Les techniciens, de par ce mouvement de relocalisation, trouvent instantanément du travail. Il y a même une tension dans le monde du travail. Même d'ailleurs, à un moment donné, les écoles s'en sont plaintes. Les studios embauchaient les étudiants avant même la fin de leur cursus pour finir. Parce qu'on était en manque de main-d'œuvre en fait, en France et de techniciens et d'artistes. Or, pour les scénaristes, même s'il y a une demande forte, c'est vrai que ça fonctionne, et beaucoup d'ailleurs pour des bonnes raisons, par affinité, mais l'entrée dans ce métier-là est difficile. L'entrée est très très dure puisqu'on n'a pas de système de chômage, on est vraiment auteur, c'est-à-dire qu'on est payé quand on a écrit le scénario et ensuite on sera payé quand l'œuvre sera exploitée. Mais par les droits d'auteur. Voilà, mais ça c'est une donnée qu'on ne maîtrise pas parce qu'on ne sait pas quand et qui est décalée dans le temps en plus. Absolument. De ça, donc il faut attendre la diffusion de l'œuvre, etc. Donc on a une absence de visibilité sur nos rémunérations, ce qui fait qu'on est, et donc une absence de visibilité sur nos plannings, puisque du coup on travaille souvent sur plusieurs projets. Mais ce qui est bien, c'est aussi dans l'ADN d'un scénariste d'être curieux, de lancer plusieurs choses, de planter plusieurs graines. Mais bon, c'est quand même c'est éprouvant, elles ne poussent pas toutes en plus. Donc voilà, il faut vraiment s'accrocher, vraiment c'est. Et là, le centre de compagnonnage est une façon de pouvoir aussi ouvrir les portes, parce qu'on a plein de producteurs qui nous disent on cherche des scénaristes. Et donc, comme tu dis, la rencontre finalement ne se fait pas. Il n'y a pas l'interface. Il n'y a pas l'interface. Il y a quelque chose. Cette passerelle-là n'existe pas. Donc là, voilà. Super. Et puis c'est vrai qu'il y a une ébullition en ce moment, même indépendamment de l'animation. On voit que l'animation s'ouvre à l'animation adulte, ce qu'on avait attendu et espéré pendant longtemps. En fiction, il y a des formats qui n'existaient pas. Il n'y a encore pas longtemps, quand on parlait du 22 minutes, on oreillait au nez. Aujourd'hui, on voit bien avec le succès d'En Thérapie que ça fonctionne et que ça peut marcher. Il y a d'autres formats qui sont très inventifs et on a besoin de diversité de points de vue. En fait. Et de ce point de vue-là, de faciliter, à nous, c'était une des grandes raisons pour lesquelles on souhaite soutenir cette initiative, parce que de renouveler le tissu d'auteur et de l'élargir, et d'élargir les perspectives et les manières de penser bénéficieront d'abord aux auteurs et ensuite à l'ensemble de la production audiovisuelle. Merci d'avoir donné tous ces détails, c'est hyper intéressant et j'espère que ça va aboutir à quelque chose de bien. Concernant justement les nouveaux récits, on parlait de feuilletonnant et non feuilletonnant. En animation, jusqu'à présent, il y avait beaucoup de séries qui étaient non feuilletonnantes, dans le sens où un épisode était complètement indépendant de l'autre et pouvait être diffusé à n'importe quelle heure ou n'importe quel jour de l'année. Aujourd'hui, on commence à voir de l'animation feuilletonnante, donc avec des épisodes qui se suivent, des arcs narratifs complexes, des évolutions de personnages, etc. On est en train d'évoluer dans la manière d'écrire alors, c'est vrai que moi j'ai été biberonnée avec Candy, donc tous les animés japonais feuilletonnants, donc moi j'adore le feuilletonnant. Pour un scénariste, en plus c'est une promesse, c'est un espace de création qui se projette dans le temps. T'as pas juste 7 minutes pour écrire un truc, t'as 26 fois 26 minutes, tu fais évoluer tes personnages, donc tu les suis, tu les fais grandir. Donc moi c'est génial le feuilletonnant. Sur le Petit Prince, ça a été sur Heidi. Heidi, c'était une adaptation de l'œuvre de Takahata. Donc on était dans du feuilletonnant de fait. Il y a aujourd'hui le marché évolue parce que, et notamment avec l'arrivée des plateformes où le mode de consommation est différent que celui de l'antenne, où par définition à l'antenne il y a des rendez-vous plus ou moins fixes, fixés avec le public. Et pour des raisons tout à fait triviales d'amortissement du coût des œuvres, il y a un besoin financier pour les diffuseurs de diffuser, de multidiffuser un même épisode en fait. Un même épisode pour pouvoir comptablement l'amortir. Bien sûr. Mais ce qui est important dans l'économie du secteur maintenant,
les nouveaux joueurs venant d'entrer et les plateformes, on peut se mettre et les enfants peuvent s'installer et regarder des épisodes dans l'ordre. C'est ça qui a créé un appel d'air sur le feuilletonnant. Artistiquement, c'est sûr, c'est un autre exercice, mais qui est absolument passionnant, quoi. Et il y a un autre point important en tant que scénariste, c'est qu'on détient quand même une certaine responsabilité. Oui. On dépeint une vision du monde aussi. Ça, c'est à quel point on se rend compte en fait du poids un peu qu'on a sur les épaules quand on écrit des... Alors, on n'est pas tout seul, on est très lu. Très lu, scénariste. Il y a énormément de notes. Énormément de fées qui se penchent sur le berceau de notre scénario. Je ne sais pas combien elles sont. Des fois, ça devient un crapaud tellement il y a de fées qui se sont penchées sur mon scénario. Non, je rigole. Non, bien sûr, alors, il y a le producteur qui lit tous les textes. Ensuite, il y a le diffuseur, sur la chaîne de télévision ou les chaînes de télévision ou les coproducteurs. Et puis après, c'est une histoire de responsabilité, de maturité, de culture personnelle, d'intérêt aussi pour la psychologie de l'enfant. Enfin voilà, je pense qu'un scénariste qui écrit pour les enfants, c'est quand même pas mal s'il connaît un petit peu la psychologie de l'enfant. Je pense que ça peut être utile. Voilà. Mais après, on n'est pas tout seul à écrire. Donc puis par exemple, quand on écrit pour les anglo-saxons, on a des espèces de chartes très encadrées qui nous interdisent que le personnage doit, je dis n'importe quoi, mais je crois pas donner des coups de pied, il doit pas selon le diffuseur, il y a des chartes plus ou moins contraignantes, mais c'est vrai qu'il y a une responsabilité politique pour le coup importante des auteurs et des scénaristes et des producteurs dans le type de récit qu'on montre aux enfants. Au fond, on véhicule une image du monde différente selon qu'on explique ou on montre aux enfants qu'on peut résoudre un conflit à coups de pied dans les fesses, ou si c'est par la discussion et le débat et l'écoute de l'autre. La morale qui en sort n'est absolument pas la même. Et nous, en tant qu'Européens et en tant que Français en particulier, qui avons une culture très forte et très implantée là-dedans, il est très très important politiquement que l'animation continue de vivre de manière forte et de rayonner fortement, puisque c'est une façon d'envisager le monde en fait qui se propage par ce média-là. Et c'est pour ça qu'on est très très soucieux, indépendamment des questions économiques et sectorielles. Il y a une vraie vision politique et citoyenne, en fait, parce qu'on est particulièrement vigilant en France sur les aspects moraux, sur la promotion d'un certain nombre de valeurs citoyennes, ce que font différemment d'autres industries de l'animation. Et c'est pour ça, c'est une des multiples raisons pour lesquelles le maintien de France 4 est important, pour lesquelles de maintenir la puissance en fait, de l'animation française et de lui conserver sa capacité de rayonnement à l'international est décisive, parce que c'est aussi une vision du monde qu'on peut partager avec ici nos enfants, mais aussi qu'on peut propager au-delà de nos frontières, et qui est éminemment... je vais dire virtueuse comme si c'était un gros mot, mais pas du tout. C'est hyper intéressant. En fait, c'est politique. Politique en quelque sorte. Oui, on a une vraie responsabilité. On a une vraie responsabilité. Mais d'ailleurs, je reparle un peu des récits et du ton. À l'époque où tu écrivais Les Zinzins de l'espace et tout, on avait quand même un ton qui était assez marrant. Il y avait une critique de la société de consommation. Il y avait plein de références multiples. Et c'était assez déjanté en quelque sorte. Est-ce que le ton, il est en train de se raidir, ou est-ce qu'on a toujours cette liberté de ton Non, je n'ai pas l'impression qu'il se raidit. Non. Non, honnêtement, quand je coécrivais les Zinzins, on avait de la liberté. Le producteur, d'ailleurs, était Marc Dupont-Avis à l'époque, qui m'a fait commencer dans ce métier, ce qui ne le rajeunit pas lui non plus. mais non, honnêtement, je ne sens pas qu'on soit sous une chape de plomb particulière. D'ailleurs, quand on voit même des productions Disney, ils se permettent des libertés de ton dont on ne les croirait pas a priori capables. C'est beaucoup... Et là, il y a une force de conviction qui doit s'exprimer conjointement entre les scénaristes et les producteurs, aussi pour tenir tête, puisque, comme le disait Christelle, c'est les œuvres d'animation, beaucoup de fées, et pas que des fées, se penchent sur leur berceau. Donc il faut avoir une vision commune, en fait, pour être capable de protéger et d'appuyer l'identité d'un programme. Et ça ne se fait que, me semble-t-il, dans le cadre d'une collaboration intelligente entre l'écriture et la production.
Parce que ça donne le pouvoir, la vision et le pouvoir de maintenir la vision que doit servir le programme. Oui, c'est ce que j'appelle moi la question de tenir son intention artistique d'une série. L'intention artistique, c'est-à-dire voilà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la tienne en fait, parce que dans les logiques de coproduction internationale, où on a plusieurs cultures, on peut avoir des Allemands, on peut avoir des Anglais, les Allemands par exemple sur Le Petit Prince, c'était pas rigide, mais la bataille à l'épée, c'était pas forcément Petit Prince, donc il a fallu trouver un compromis. Donc il fallait à la fois les satisfaire, tout en gardant nous notre intention de départ, qui était qu'on voulait quand même un peu d'action-aventure. Voilà, donc c'est qui tient l'intention, effectivement, et si on la tient fortement, il n'y a pas de souci. Et pour revenir sur moi, je me suis jamais sentie censurée, jamais. On m'a jamais. J'ai eu toujours une grande liberté d'écriture. Donc, y a pas la morale n'est pas en train de tomber dessus. Très bien, très bien. Et petite question, vous avez fait un peu de fiction, enfin de live action versus animation, l'un et l'autre, hein, c'est ça? C'est quoi la grosse... live action, je suis désolé. Oui, la prise de vue réelle. Prise de vue réelle. La prise de vue réelle. Ça, quand on dit ça aux gens de la fiction, rigolent. Ouais, c'est ça. Ouais, mais pourtant c'est vrai. Mais du coup, quelle est la grosse différence entre écrire pour la prise de vue réelle versus l'animation? Il y a un point de vue, vous avez un point de vue là-dessus? Moi, je fais enfin, je sais pas, moi, j'aime pas trop quand on dit, oui, tu t'écris de l'animation, toi, tu es spécialiste de l'animation. Quand j'écris, je suis capable d'écrire pour la fiction, pour l'animation. Il n'y a pas une différence. Enfin, si, il y a des différences, c'est des contraintes. Souvent, par exemple, en animation, c'est une écriture qui est sous contrainte. Contraintes techniques, contraintes de format, contraintes d'œuvre originale, voilà, contraintes de coproduction internationale et tout ça. La fiction, ça dépend. Si on est sur un projet personnel, alors le projet personnel, c'est super, mais c'est très très long. C'est souvent plus long en développement, je trouve, la fiction. Après, quand on rentre sur des séries au long cours, sur des polars, tout ça, tout est déjà cadré. Donc, non, moi, j'ai pas de... Pas de grande différence. Après, la gestion du rythme n'est pas la même selon le genre. On est en animation, on a tendance à être plus elliptique, extrêmement inventif, je trouve, sur la qualité et le nombre d'idées fournies à la minute, la qualité de la construction, je trouve, est très forte. C'est la contrainte. Mais sur des objets qui sont finalement assez resserrés, sauf feuilletonnante, sauf série feuilletonnante, par exemple. Mais en revanche, c'est vrai, quand on travaille sur un 90 minutes, c'est pas comme travailler sur un 7 minutes. Et tout simplement parce que quand on a fait une boulette et qu'on s'est rendu compte qu'on avait un personnage qui fonctionnait pas, au lieu de détricoter 10 pages, on en détricote 110. C'est ça, plus de temps. Voilà. Et puis la gestion du rythme au sein de l'épisode n'est pas la même, là, d'un point de vue ça, je dirais, pour un point de vue d'écriture. Et puis les problématiques abordées ne sont pas les mêmes. On ne fait pas un programme sociétal pour France 2 comme on fait un programme préscolaire bien sûr. Pour TF1. Il y a des différences de genre qui sont de importantes. cible d'audience, Oui, bien sûr. Voilà, mais techniquement, il n'y a pas une différence. C'est le même artisanat. Si ce n'est qu'effectivement, quand on écrit en animation, tout ce qui est écrit va être dessiné. Donc, il faut faire attention. Mais c'est ce que je disais, c'est une écriture qui est sous contrainte, mais qui peuvent être très créatives. Enfin, voilà, on a des contraintes, on trouve des solutions. Souvent, quand il y a des contraintes, on est beaucoup plus créatif. Voilà, peut-être plus sous contrainte. Enfin, fiction aussi. Et après, en fiction, les contraintes sont de nature un petit peu différente. Après, ce qui change, mais plutôt en production, c'est cette espèce de moment magique d'ailleurs, de cristallisation devant l'objectif. C'est-à-dire que tout converge vers un instant où il se passe quelque chose, où il ne se passe rien devant l'objectif. Il pleut pas, le comédien est enroué, pas enroué. Alors que en animation, finalement, c'est davantage comparable au travail d'un lithographe qui travaille par couche. Et en fait, on est sans cesse en train de se projeter dans 3 couches plus loin. C'est plein de corps de métier qui travaillent en parallèle. Le réalisateur, la réalisation et puis la production ont une vision d'ensemble. Les scénaristes, généralement aussi. Et ensuite, les choses viennent se rassembler à la fin.
et de manière beaucoup plus progressive. Il y a rarement l'énorme coup de feu comme on peut avoir sur un tournage en prise de vue réelle de « Ah mon Dieu, il neige alors qu'il était censé faire 18 degrés. Ah mon Dieu, la comédienne s'est foulée la cheville. Oui, ah mon Dieu. » Bon, voilà, où on est soumis à ce genre de contraintes par ailleurs rigolotes quand on les raconte, quand on les vit, mais voilà, c'est essentiellement ça. Mais... Même l'écriture à l'animation, c'est presque une écriture montée, en fait. C'est-à-dire que les storyboarders respectent en général assez scrupuleusement le scénario. Donc, en fait, ce qui est écrit est dessiné. Et vraiment, il commence quand la première phrase commence, il s'arrête à la fin de la séquence. Voilà, donc c'est vrai, hein, c'est déjà, le film est presque déjà... Enfin, moi, j'adore les storyboards des animatiques parce que, voilà, le film, il est là, quoi. Il est déjà là. Et donc, il n'y aura pas beaucoup de grosses surprise. La contrainte est forte au départ. Je pense qu'effectivement, après en fiction, voilà, au moment du tournage, là, il peut se passer des choses. On peut vite s'éloigner du scénario, en fait. Oui, et le montage est une forme d'écriture ou peut confiner à l'écriture en fiction. Ce qui n'est pas le cas. On a un coût d'image en animation qui est tel et des financements qui sont extrêmement tendus qui ne nous permettent... Il n'y a pas de chutier, en fait. Il n'y a pas de prise bis, il n'y a pas la séquence qu'on a tournée parce qu'on avait un peu le temps de la tourner. Ça n'existe pas. On produit exactement à très peu de poignées, ce qu'on appelle des poignées dans le jargon. C'est quoi une poignée? Une poignée, c'est que... d'amour. Oui, voilà. Alors ça, je n'en parlerai pas là, c'est embarrassant. Mais grosso modo, en entrée et en fin de plan, là où le plan monté doit faire 1 seconde, on se réserve quelques images en tête de plan, enfin au début du plan et à la fin du plan pour se donner une petite sécurité de montage. Mais qui est très faible et qui relève de la technique, en fait. Ok. Bon, très intéressant ce parallèle entre live action et animation. Bon, super. Écoutez, Christelle, Samuel, merci infiniment d'être venus sur Anima Show. Je suis super content. On a eu une super discussion. Vous êtes des experts, en fait, et ça me fait très plaisir. Un grand merci à tous les auditeurs et les auditrices d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Ça nous fait très plaisir. Partagez-le à vos amis, à vos connaissances, à vos collègues. Suivez-nous sur Instagram à Anima Show France. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.